11 mai 1987 s'ouvre à Lyon le procès de Klaus Barbie. C'est l'aboutissement d'une traque entamée 15 ans plus tôt. Cette traque avait ses zones d'ombre que l'on découvre aujourd'hui. On y croise des espions français, des intellectuels, un trafic d'armes entre États et un revirement inattendu de la CIA. Cette histoire commence en 1972 à La Paz, par une folle aventure autour de Régis Debray, de Serge et Beate Klarsfeld et d'un chef Tupamaros, Gustavo Sanchez. Klaus Barbie s'appelle alors Klaus Altmann. Il est venu en Bolivie avec la complicité de la CIA pour échapper à la justice française. Il a été 2 fois condamné à mort par contumace, en 1952 et 1954, pour avoir torturé Jean Moulin. La figure de Jean Moulin, que j'admirais déjà beaucoup, sans bien la connaître, m'avait incité tout de même à quelque sorte, non pas à le venger, le mot est un peu prétentieux, mais au fond, moi j'étais venu en Amérique latine un peu pour continuer la résistance, si vous voulez, donc refaire France ailleurs, pas la France des banques, la France des maquis, donc c'était un peu normal. Bref, tout ça était normal et d'ailleurs très bien compris par mes amis boliviens. Et puis il y avait tout de même, quelques personnalités allemandes, antifascistes à La Paz. La Paz, 1972. Une femme révèle à la face du monde la véritable identité de Klaus Altmann. Klaus Barbie dira « Tous mes embêtements à La Paz ont commencé lorsque Beate Klarsfeld est arrivée. » Je suis venue ici avec les documents que j'ai reçus du procureur de Munich, d'ailleurs quelques jours avant mon départ, et je suis venue pour les montrer aux autorités boliviennes pour qu'ils puissent se rendre compte, et comme vous dites, Altmann et Barbie sont bien la même personne. La même année, un journaliste français, Ladislas de Hoyos, va confondre Klaus Barbie et Klaus Altmann. Je montre les photographies de Barbie qui avaient été prises au moment de la guerre. Je les présente à M. Altmann pour voir s'il les reconnaît. Haben Sie diese Bilder gesehen? Regardez bien, Klaus Altmann vient d'apposer ses empreintes sur les photos de Barbie. Les empreintes de Klaus Altmann sont bien celles de Klaus Barbie. Klaus Altmann n'est pas un homme sans histoire. Il n'existe que pour couler des jours tranquilles en Bolivie et dissimuler l'encombrant passé de Klaus Barbie. Ich bin Klaus Altmann, Hansen, geboren am 25. Oktober 1915 in Berlin. J'ai appris qu'Altmann était Barbie, je pense, en lisant le journal et les déclarations et les découvertes de Beate Klarsfeld. À ce moment-là, sachant que Barbie avait été le tortionnaire et l'assassin de Jean Moulin, j'ai eu l'idée de monter un projet d'enlèvement avec des amis de la guérilla bolivienne survivants, avec une amie allemande qui faisait partie de la guérilla et avec mon vieil ami Gustavo Sanchez. Gustavo Sanchez connaît les secrets de Klaus Altmann, notamment son savoir-faire dans la répression pour le régime militaire du colonel Banzer. Journaliste, militant d'extrême gauche et résistant à la dictature, Sanchez est le compagnon de lutte de Régis Debray. Il partage avec son frère d'armes la même soif de justice contre celui qui reste à ses yeux l'assassin du chef de la résistance française, Jean Moulin. Une nuit, Régis Debray se mit à évoquer la possibilité d'enlever Barbie. On a échangé nos points de vue, puis j'ai accepté de diriger les opérations. Nous avions la liste des déplacements quasi quotidiens d'Altmann, grâce à un des officiers qui travaillait pour moi et qui le faisait suivre par les services secrets de son unité.
Régis Debray s'engagea à chercher à Paris les moyens nécessaires à l'enlèvement d'Altman. Nous sommes entrés en contact avec Régis Debray, c'est lui qui est venu à nous, et il considérait que Barbie était un homme qui représentait l'oppression nazie en Europe et l'oppression sur les peuples d'Amérique du Sud, et qu'il fallait donc faire quelque chose avec nous. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Tuer Barbie, on ne voulait pas. Ben, on aurait pu, puisque lui, à l'époque, ne savait pas, par exemple, que nous savions, donc on pouvait le faire. Mais c'était un règlement de compte, c'est tout. Donc il fallait le traduire devant la justice. Le projet était simple, il s'agissait simplement d'enlever Altman Barbie. Ce qui n'était pas très compliqué si on avait quelques moyens, parce que l'homme à l'époque ne se savait pas trop surveiller. Et je pense qu'une fois arrivé au Chili, avec le gouvernement Allende, la chose, disons, une extradition, une expulsion aurait pu se faire tout naturellement. Pour mener à bien l'opération, il faut de l'argent. Et c'est Serge Klarsfeld qui, depuis Paris, réunit les fonds avant de s'envoler pour l'Amérique latine. J'ai fait un faux passeport, enfin un vrai passeport d'un ami, mais comme la photo coïncidait à peu près avec le tampon, eh bien, c'est passé dans plusieurs pays, donc j'ai réussi à passer avec un faux passeport. Ensemble, ils prennent un bimoteur, destination la frontière bolivienne. Gustavo Sanchez les attend pour organiser l'enlèvement de Klaus Barbie. Serge Klarsfeld remet l'enveloppe avec de l'argent avant de repartir. Il ne reste plus que Gustavo Sanchez et Régis Debray. Je crois qu'il y avait une enveloppe de 5 000 $ qui a servi à acheter une vieille bagnole. Et puis voilà, bon, tout ça était très, très artisanal. Plein de bonnes intentions, mais pas de moyens. Régis Debray et Gustavo Sanchez veulent emmener Barbie dans le Chili du président socialiste Allende. Mais les apprentis agents vont être rattrapés par la malchance. Ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, celui qui conduisait la voiture a eu un accident et la voiture a été démolie. Et pendant ce temps-là, pratiquement au même moment, comme Barbie s'était rendu au Paraguay, le gouvernement bolivien, qui était saisi d'une demande d'extradition de la France, a mis Barbie sous clé. Klaus Barbie est donc en prison à San Pedro. Mais pas parce qu'il est condamné. Les autorités boliviennes veulent simplement le protéger. Il vient d'échapper à une tentative d'enlèvement et la France demande son extradition. La prison de Klaus Barbie est presque une prison dorée. Il va continuer à mener ses affaires, à recevoir ses amis. Pour le colonel Banzer, peu importe qu'Altman soit aussi Barbie. Le 18 février 1973, la demande française d'extradition est rejetée. Barbie est hors de danger. Il sort de prison. Et quand il est sorti de prison, après que l'extradition ait été refusée, eh bien, c'est le moment où Allende est tombé et Pinochet l'a remplacé. Donc notre opération n'a pas pu se faire. On a dit on va attendre des jours meilleurs, on va surveiller quand même Barbie pour savoir quelles sont ses intentions, etc. On a demandé à une amie de Beate, une Allemande, jolie, jeune, de très bien s'habiller. On lui a acheté une belle robe, des chaussures, etc. Et on l'a envoyée à La Paz, au club allemand, où on s'est dit que, de toute façon, elle arriverait à draguer quelqu'un un Allemand, qui obligatoirement connaissait Barbie, puisque la colonie allemande, Barbie en faisait quand même partie. Alors, c'est ce qui s'est passé. Elle est partie, je crois, un mardi, et dimanche, elle était déjà en train de dîner avec Klaus Barbie et l'ami qu'elle avait rencontré et qui l'a mis en contact. Et comme ça, on a su quelles étaient les intentions. La ruse fonctionne. Elle permettra de toujours garder un œil sur Barbie pendant près de 10 ans.
10 années où Klaus Barbie va continuer à vivre sous le nom d'Altmann et poursuivre la répression contre les opposants de gauche. Il est libre et en sécurité. « 1981. François Mitterrand est élu président de la République. L'Élysée et le cabinet du Premier ministre sont investis par de jeunes conseillers. On était dans la période romantique. On était plus aventuriers et plus enclins à lier des relations hors normes. L'Amérique latine n'a pas été la priorité au début de 1981, au début du nouveau gouvernement. Donc l'Élysée en particulier s'était un peu déchargé sur nous d'une partie de ce continent. Au même moment à Paris, Serge et Beate Klarsfeld continuent leur combat. Ils restent les traqueurs de nazis qui espèrent un jour capturer Klaus Barbie. En février 1982, ils reçoivent une bien étrange visite. Un immigré bolivien qui vivait en France est venu nous voir début 82. Il a dit « Moi, je ne peux plus tenir. Barbie, c'est un symbole. Il faut que je la batte. Bon, je vais repartir en Bolivie, donc je vais essayer de la battre. » Et puis, il nous a téléphoné de Bolivie et il nous a dit « Écoutez, j'ai renoncé à mon projet parce que je pense qu'il y a un changement possible en Bolivie. » Et le changement en Bolivie va survenir en 1982, le 10 octobre. Il porte un nom et un visage, Hernán Siles Zuazo. Il est de gauche et surtout, il entend faire de son pays une démocratie. Le paysage politique est désormais radicalement différent. À Paris, Régis Debray, qui avait tenté d'enlever Klaus Barbie 10 ans plus tôt, est aux côtés de François Mitterrand. Et en Bolivie, Gustavo Sanchez est devenu vice-ministre de l'Intérieur. Le calendrier va s'accélérer et le sort de Klaus Barbie se jouer en quelques semaines. Je reprends contact avec Gustavo Sanchez et le président Siles Zuazo, qui étaient des amis. Siles Zuazo, grâce à qui cette extradition a pu se faire, était un ami de la France. Il avait été hébergé par notre ambassadeur en tant que réfugié durant les dictatures militaires. Donc, il y avait des liens personnels qui ont facilité un peu les choses. Une semaine après l'élection en Bolivie, une voiture se rend à l'hôtel de Matignon. Il s'agit de l'agent de liaison du nouveau président bolivien. C'était l'homme de confiance du ministre de l'Intérieur. Il était un militant, mais habitué de la clandestinité, dans laquelle il avait vécu presque tout le temps. Il avait, quand il était en Bolivie, pas à Matignon, quand j'ai accompagné à Matignon, il était costume, cravate et tout. Mais en Bolivie, il avait toujours un pistolet là dans à sa ceinture. En fait, c'était un syndicaliste qui était un des leaders des mineurs. Et lorsqu'il m'a demandé de l'aide, je lui ai demandé ce qu'il souhaitait qu'on m'aide. Et il m'a dit « armas », des armes. Ça m'a un peu surpris. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'il m'a demandé des armes légères, en précisant des pistolets, des mitraillettes. Ça m'a paru un peu surprenant, mais je l'ai écouté. Et puis je lui ai dit, ça m'est venu à l'esprit comme ça. Je lui ai dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Mais si je te réponds favorablement, toi, tu me donnes Barbie. L'audace du jeune conseiller de Pierre Mauroy a une histoire. Celle d'un homme dont les parents avaient fui l'Espagne franquiste et qui s'était installé dans le Languedoc. Je suis originaire de Béziers, qui est la ville de Jean Moulin. Et je m'étais un peu intéressé à ce personnage dans le passé, qui avait été, comme vous le savez, torturé et assassiné par Barbie. J'avais aussi à l'esprit un peu sur ce personnage-là le fait qu'il ait tué des enfants. Donc
Pour moi, à l'époque, ça représentait vraiment le genre de personnes malfaisantes et nuisibles qu'il était nécessaire, si on le pouvait, de renvoyer devant la justice. Et surtout qu'il ne meure pas dans son lit, comme d'autres. Échanger Barbie contre des armes. Pendant longtemps, ce marché a été tenu secret, à l'image des salons feutrés de l'hôtel de Matignon. Mais aujourd'hui, les langues se délient pour venir révéler les termes d'un échange à haut risque. Pierre Mauroy me donne le feu vert, et je dois dire que Gaston Defferre, le lendemain également, mon téléphone interministériel a sonné. J'ai décroché. Gaston Defferre. Bonjour, monsieur le ministre. Il me dit, non, mon petit, il paraît que tu veux prendre Barbie. Alors, il faut y aller. Gaston Defferre est particulièrement concerné par le sort de Klaus Barbie. Il avait été le dernier à voir Jean Moulin vivant avant son arrestation par la Gestapo de Lyon. Quand j'ai vu que ça prenait donc bonne tournure pour moi, puisque j'avais le feu vert du Premier ministre, j'avais l'accord de Defferre, et j'ai demandé à Antoine Blanca d'aller à l'Élysée voir Debré pour lui dire qu'on pouvait engager ce type d'opération. Au même moment, du côté de l'Élysée, Régis Debray reçoit la visite d'une vieille connaissance. J'ai repris contact tout de suite avec Régis Debray qui était à l'Élysée et je lui ai dit c'est possible, on peut reprendre, mais cette fois-ci tu es à l'Élysée, bon c'est donc à toi de jouer. Je crois que j'ai reçu la visite dans mon bureau de Serge Glasfeld d'abord, qui m'a rappelé notre passé de façon très opportune. Après, j'ai fait une note au président de la République pour lui dire qu'il y avait des circonstances très favorables, politiques, en Bolivie même, pour réaliser cette opération. Pour officialiser, comme on le fait toujours à Matignon, cette opération, même si elle devait rester confidentielle, pour ne pas dire clandestine, j'ai fait une réunion interministérielle. Nous avons fait cette réunion de façon, je dirais, un peu clandestine, puisqu'on a décidé de ne pas faire de bleu, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Le bleu étant à Matignon le compte rendu qui est fait par le secrétaire général du gouvernement. Il est décidé d'envoyer dans le plus grand secret Antoine Blanca pour rencontrer le président Hernán Siles Zuazo. Le président bolivien est un militant, d'abord. Il a réagi en militant et il a dit, comme on dit en espagnol, comment non, un peu, comment ne pas donner suite à votre quête, comment pourrais-je ne pas donner suite. Et ensuite, ça a été une question d'organiser les choses, un peu de contourner les voies officielles pour enlever Klaus Barbie afin qu'il se retrouve à Cayenne devant un juge d'instruction français. Monsieur le Président, je voudrais vous demander aussi, c'est une question un peu délicate, si en échange de Klaus Barbie, vous avez négocié, disons peut-être une aide financière et économique de la part de la France. La défense de la démocratie, sur le plan moral, n'a pas de prix. C'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais attendu la moindre compensation négociée. Cela eût été indigne du peuple que nous représentons. Si les choix soient dit, voilà, moi, je suis l'héritier d'une situation épouvantable, d'une dictature militaire. Je n'ai personne pour me protéger, les militaires ne sont pas sûrs. Et je suis à peu près sûr de la police. Et la police, elle n'a que des armes de poing. Alors, si vous pouvez, en contrepartie de ce que je vous apporte, c'est-à-dire Klaus Barbie, me fournir un équipement sérieux pour la police, qui aille au-delà des pistolets et revolvers dont il dispose, eh bien, écoutez, je vous en serai bien reconnaissant. Pero resulta que
Disons que si de fait nous avions besoin d'armes ou d'autre chose, qu'allions-nous donner en échange? En échange, on devait donner quelque chose de valeur, une valeur forte, quelque chose d'équivalent. Mais dans ce cas, que pouvait remettre la Bolivie? Un Barbie déjà vieillard? Pourquoi la France le voulait-elle? Pour le juger? Eh bien, c'est pour ça qu'on vous l'a envoyé. Un accord au sommet entre les autorités françaises et boliviennes a été conclu. 2 transals décollent de la base d'Évreux pour Cayenne, avec les armes demandées par le pouvoir bolivien. Quelques jours plus tard, le 5 novembre 1982, le juge français Christian Riess lance un mandat d'arrêt international. L'étau se resserre pour Klaus Barbie. J'ai effectivement diffusé un mandat d'arrêt international au mois de novembre 1982 parce que, à ce moment-là, une possibilité d'extradition serait possible. Interpol refuse le mandat d'arrêt international lancé par les autorités françaises. L'influence de Kurt Waldheim, ancien secrétaire général des Nations Unies, mais aussi ancien nazi qui avait aidé Klaus Barbie à quitter l'Europe au lendemain de la guerre, explique cette décision. Interpol ne l'a pas diffusé en prétextant, sous le motif qu'il s'agissait d'une affaire politique. J'ai apprécié modérément cette situation, bien évidemment, si bien que mon mandat d'arrêt a été diffusé en France, mais pas à l'étranger, et en particulier pas en Bolivie. Barbie Altman reste à l'abri en Bolivie. Il veut en tout cas le croire. Mais le nouveau gouvernement bolivien est sensible à l'offre d'échange des Français. Pas seulement parce qu'il lui faut des armes. Barbie Altman, c'est l'homme des jeunes sud-américaines soutenues par les États-Unis. En Bolivie, il était colonel honoraire des services de renseignement. La démocratie balbutiante entend se débarrasser de cet hôte encombrant. La Bolivie avait retrouvé la voie de la démocratie après 18 ans de gouvernement instable et de dictature. Et bien sûr, les puissants qui défendaient Barbie étaient maintenant loin du pouvoir. La démocratie est revenue le 10 octobre avec le président Hernán Siles Huazo. Il avait expliqué au cours d'une interview à Lima, peu avant son retour d'exil pour diriger le gouvernement, qu'il prendrait des mesures drastiques pour les groupes paramilitaires, et particulièrement pour Barbie. Mais à Paris, le président Mitterrand est toujours hésitant, en dépit du soutien du Premier ministre Pierre Mauroy. J'étais très décontenancé parce qu'à un moment donné, nous étions en voiture avec François Mitterrand et il y avait le chauffeur et François Mitterrand et moi. Je lui dis bon ben voilà, président, tout est prêt, les avions sont là, Cayenne, enfin voilà. Maintenant, il faut tout de même que donner le top, comme on dit. Voilà, il faut. C'est maintenant ou c'est jamais. J'ai senti un François Mitterrand embarrassé. Quand le président de la République m'a demandé mon avis, je lui ai dit, écoutez, c'est très simple. Nous avons voté une loi qui établit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Barbie est un criminel contre l'humanité de première grandeur et c'est l'assassin de Jean Moulin. On nous le propose. Il faut veiller scrupuleusement aux conditions de la remise, lui donner toutes les garanties de l'état de droit, mais nous ne pouvons pas et nous ne devons pas refuser Barbie. Il m'a parlé en tant que chef d'État responsable de l'unité des Français et de l'unité de la mémoire française. Et j'ai senti qu'il craignait que reviennent à la surface des divisions, des dissensions à l'intérieur de la résistance ou même des Français de l'époque, voilà. Et j'ai un peu l'impression, mais comment dirais-je, il s'est résolu, il a donné le feu vert. Mitterrand est
un homme qui avait un grand sens de l'histoire. Et que dans cette circonstance, il mesurait que le procès de Barbie serait le procès du criminel contre l'humanité, ce qui n'avait jamais été fait. Jamais. Que par conséquent, ce serait porté au crédit de son gouvernement et de lui-même, alors que tout le reste, si on décidait de ne pas l'accepter ou bien de procéder autrement, tout le reste serait entaché d'ombre. À Cayenne, on prépare les 2 transals qui livreront la marchandise. 50 tonnes d'armes. En échange, Klaus Barbie sera remis aux autorités françaises. Tout est secret. Ou presque. Les termes de ce marché n'échappent pas à la CIA, qui envoie un fil où il est fait état d'une livraison d'armes estimée à 10 millions de francs. Comme on le fait toujours dans ce type de transaction, on met un chiffre en face. Alors, je pense qu'elle valait beaucoup plus de 10 millions quand même, parce qu'un transal qui était chargé, ça me fait beaucoup plus que ça. Barbie est lâché par tout le monde. Les Américains sont désormais au courant de son échange contre des armes et laissent faire. La Maison-Blanche a décidé de ne plus soutenir les dictatures sud-américaines, de plus en plus liées au cartel de la drogue. Klaus Barbie est isolé, mais il se croit toujours protégé par l'armée. Barbie, chaque fois qu'il y avait un changement de régime, se présentait comme le sauveur. Et il était là, y compris dans la dernière, les prises de possession de Siles, il a eu encore le culot de se manifester auprès des responsables des services spéciaux. Parce qu'il les connaissait tous, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite, ou de l'opposition, ou du groupe des fascisants qu'il animait régulièrement. J'ai commencé à enquêter pour tout savoir sur ce personnage, ce qu'il faisait, etc. Et quand j'ai trouvé qu'il avait même obtenu le grade de colonel de l'armée bolivienne, et que ce titre lui avait été donné par les militaires, pour moi, en tant que ministre de l'Intérieur, la solution était de se débarrasser de ce sujet. Klaus Barbie ne comprend pas que la roue a tourné en Amérique latine. Il reste aux autorités boliviennes à organiser son expulsion. La situation est complexe, car une demande d'extradition d'un juge de Munich en charge du dossier court toujours. J'ai eu la tâche de sonder le gouvernement bolivien pour comprendre sa position. Et j'ai essayé de lui dire qu'on maintiendrait la demande d'extradition, mais qu'on trouverait préférable que Klaus Barbie soit présenté devant un tribunal à Lyon. Je pense que Genscher ne souhaitait pas spécialement qu'il y ait de tels étalages au cours d'un grand procès à Bonn ou ailleurs. C'est très volontiers qu'il nous a laissé le bébé. Même s'ils ont des demandes d'extradition, tout ça, ils ne tiennent pas spécialement à récupérer Barbie. Ça transparaît dans toute la littérature du ministère des Affaires étrangères venant de Bolivie, de nos ambassades. Les Boliviens ont tranché. Klaus Barbie sera expulsé vers la France. En Bolivie, on est aux limites de la légalité. Il n'y a ni mandat d'arrêt, ni demande d'extradition. Mais il faut s'en débarrasser, et vite. Il doit 10 000 $. Il est convoqué pour cette dette le 25 janvier 1983. Klaus Barbie retourne en prison. Il était évident que la détention de Klaus Barbie, connu comme Klaus Altmann, pour une dette fiscale, attirerait immédiatement l'attention, car on présumait que cela allait déboucher sur son expulsion.
Klaus Barbie connaît le directeur de la prison et il pense que cela va le protéger comme ce fut le cas 10 ans plus tôt. Le directeur de la prison ne veut d'ailleurs pas le libérer pour lui éviter d'être expulsé. Mais les temps ont changé. Le directeur de la prison disait qu'il libérerait son prisonnier une fois que sa dette vis-à-vis de l'État serait soldée. Alors moi, j'ai demandé au président ce que je devais faire. Et il m'a répondu, « Pourquoi ne te sers-tu pas des fonds de réserve de ton ministère? Paye toi-même la dette dont la somme va revenir de toute façon à l'État. » Et le directeur de la prison n'aura plus de prétexte pour ne pas le remettre en liberté. Nous sommes le 4 février 1983. Klaus Altman Barbie est libéré pour pouvoir être expulsé. Pendant ce temps, à l'aéroport El Alto, on prépare l'avion Hercule qui doit emmener à Cayenne l'indésirable Barbie. Un faux Barbie est sorti presque entièrement enveloppé d'une couverture. Aux abords de la prison San Pedro, il y avait des centaines de personnes, des curieux, des journalistes, mais aussi des soutiens de Barbie en grand nombre. Donc, ce faux Barbie est sorti et a été mis dans une voiture. Et qui fut le maître d'œuvre de cette opération? Ce fut le méchant et pervers ministre de l'Intérieur, moi-même. Le faux Barbie a donc été ensuite mis dans un taxi jusqu'à l'aéroport international d'El Alto. Et le vrai Barbie est sorti juste après. Ils l'ont emmené au ministère de l'Intérieur et l'ont exhibé avec des délinquants. Nous étions en train d'attendre quand un cortège de plusieurs voitures est arrivé. Ils ont sorti Barbie d'un véhicule, ils lui ont retiré les menottes car il avait été menotté, et Hugo Roncal a eu alors un geste aimable. Comme il pleuvait et qu'il faisait très froid, il lui a prêté sa veste. Il m'a demandé si sa destination était bien l'Allemagne. Comme je ne lui répondais pas, il a pris mon silence pour une réponse affirmative. Puisque vous en êtes certain, que ressentez-vous, lui ai-je demandé. Il m'a répondu alors en allemand. Je suis très content. Tout ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas d'argent. Que vais-je faire là-bas sans argent? J'ai l'impression qu'en fait, il pensait qu'une fois en Allemagne, il allait retrouver la liberté immédiatement par quelques manœuvres judiciaires. Tout est prêt, ou presque. Klaus Barbie reste silencieux. Il espère retourner en Allemagne où il pense ne rien avoir à craindre. Mais un ultime coup de théâtre vient rappeler les soutiens dont il bénéficie au sein de l'armée. Au moment de monter dans l'avion, les pilotes refusent de prendre à bord le journaliste de télévision Carlos Soria Galvaro et de décoller. On avait vaincu la résistance des pilotes qui, ostensiblement, ne voulaient pas nous emmener. L'avion est en danger, disait-il. L'avion peut être l'objet d'un attentat que des groupes pro-nazis pourraient préparer. Quand nous l'avons mis dans l'avion, le quadrimoteur, j'ai appelé l'ambassadeur de France pour l'informer de l'heure d'arrivée de l'avion à Cayenne et que là-bas, nous pourrions leur remettre Barbie.
Dans l'avion, j'ai noté qu'il était préoccupé par la destination de ce vol. Au fond de lui, il voulait que ce soit l'Allemagne. Il voulait se convaincre, s'auto-convaincre que c'était l'Allemagne et non la France. Et il voulait que je le lui confirme. Mais pour être tout à fait sincère, moi-même, je ne savais pas où nous allions. Je n'avais pas une vision très claire des choses. Il voulait obtenir une confirmation sur la destination. Il semblait préoccupé mais restait arrogant, avec une sorte de dignité pour ne pas perdre la face. Il était très loquace. Nous n'avions aucune difficulté pour converser. Pendant le trajet vers l'aéroport, un monsieur du ministère de l'Intérieur m'a dit « En Bolivie, vous êtes Klaus Altmann. » Mais je vous demande quel est votre nom exact. En Europe, il m'a dit « J'étais Klaus Barbie ». Ce sont les deux choses que ce monsieur m'a dit. Il a expliqué qu'on ne lui avait pas laissé prendre ses affaires, qu'il avait besoin d'un rasoir et d'une brosse à dents. Il était très bavard. J'ai l'intention de vous poser des questions sur la Bolivie. Je vous en prie, je ne connais aucune réponse en ce qui concerne le passé. Vous croyez que le passé est déjà... Le passé est déjà passé, il est enterré. Cependant, ce voyage est comme un retour vers le passé, n'est-ce pas? Bon, c'est un retour vers l'Allemagne, où je dois vivre normalement. Après 7 heures de vol, l'Hercule de l'armée bolivienne se pose sur la piste de l'aéroport de Cayenne. Barbie ne sait pas encore où il est. Il ne se doute pas qu'il est sur le sol français. J'ai veillé à ce que ce soit les Boliviens, un avion bolivien, qui le dépose sur le territoire français. Et c'est seulement à partir du moment où Barbie était sur le territoire français que la justice française est intervenue. Lorsqu'il était à Cayenne, à l'aéroport de Rochambeau, là j'avais été informé effectivement en le disant « Il est en France, Monsieur Ries, vous allez la voir ». L'avion termine son atterrissage, toutes les lumières s'éteignent, l'arrière de l'avion s'ouvre, et là, on entend des gens monter qui parlent en français. Tout au fond de l'avion, un vieil homme, l'air assez frais finalement, et je m'adresse à lui en français. Et je lui dis, Monsieur Barbie, je dois vous dire que vous êtes en France. Klaus Barbie était réellement abattu. Il est tombé des nues. Les policiers et les médecins m'ont dit qu'il avait même les larmes aux yeux. Mais ça, je ne peux pas le confirmer. Je lui demande de me suivre, il me suit. Il ne fait pas preuve de rébellion, aucune. Il me suit et je l'amène devant le procureur qui lui signifie son mandat d'arrêt. Puis ensuite, je l'accompagne jusqu'à la passerelle de l'avion qui vient le chercher pour le mener à Lyon. La scène est très frappante d'une certaine manière. Le soleil se lève, il ne fait plus si sombre, et l'on voit sortir Barbie entouré de 5 gendarmes en uniforme bleu. Ça m'a rappelé le film Irma la Douce avec Jack Lemmon et ses gendarmes typiquement français. Et il l'emmène, menotté, et en plus attaché avec une corde.
Cette scène m'a beaucoup frappé parce que ce n'était pas nécessaire. Il était déjà menotté et entouré de 5 gendarmes, c'était suffisant. Alors la corde en plus, c'était juste, il me semble, pour l'humilier. Ils le font monter dans l'avion français et ils nous invitent à les suivre. Monsieur Barbie, vous savez maintenant que vous avez été expulsé de Bolivie et que vous avez été remis aux autorités françaises. Oui. Je proteste énergiquement contre cette forme de l'attitude du gouvernement bolivien, parce qu'ils ne m'ont même pas donné une chance, une minute pour me défendre contre cette expulsion. Ce n'est qu'au dernier moment, pendant le trajet du ministère de l'Intérieur jusqu'à l'aéroport, qu'ils m'ont dit que j'étais expulsé, mais à destination de l'Allemagne. Il parle du vae victis. Selon lui, les vaincus n'ont jamais raison. Seul vaut ce que racontent les vainqueurs. C'est une logique qui essaie de banaliser les faits. Et les faits sont dans l'histoire et ne peuvent pas se nier. J'étais le chef du groupe anti-guérilla en France. Parce qu'il y avait plusieurs groupes avec chacun son travail. Mon travail particulier était la guerre contre la guérilla française. Vous croyez que la France, l'Europe, le monde doivent oublier vos crimes? Oui, absolument. Parce que tant de crimes nouveaux se sont produits. Plus de 100 guerres après la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les crimes récents qui sont connus du public. Mais cependant, vous savez que les peuples d'Europe, et particulièrement la France, n'ont pas oublié. J'ai oublié. S'ils n'ont pas oublié, eux, c'est une autre affaire. Il justifiait les crimes du Troisième Reich par ceux qui ont eu lieu après. Ce n'est pas parce qu'il y a eu de nouveaux crimes que les plus anciens disparaissent de l'histoire. Il n'a eu aucun signe de regret. S'il vivait, il referait sans doute la même chose. Il est arrivé d'abord à Orange, sur la base d'Orange, et ensuite il a été transféré par hélicoptère jusqu'à Lyon. Et je me souviens qu'on ne savait pas exactement où il allait arriver à Lyon. Et finalement, l'hélicoptère s'est posé au sud de Lyon, à Corba, où personne ne l'attendait. Donc il a été transféré jusqu'à Montluc dans le plus grand secret. Tout au long de la journée de samedi, l'itinéraire de Klaus Barbie est gardé secret. 22h25, surprise, Klaus Barbie est amené directement au fort Montluc. Plusieurs fourgons de police s'engouffrent dans la cour intérieure de la prison. C'est là que le juge d'instruction Christian Riss viendra lui notifier son inculpation. Dès son arrivée, l'ancien chef de la Gestapo lyonnaise sera interrogé sur son identité durant 2 heures. Motif, crime contre l'humanité. J'ai veillé. C'est à ce qu'il soit, à son arrivée, détenu au fort de Montluc. Ainsi, à son arrivée en France, Barbie fut ramené au lieu de ses crimes. Vous savez, si on parle toujours, l'assassin revient sur... Là, ça me paraissait symboliquement considérable. Il fallait qu'il se retrouve là, où il avait torturé Moulin et d'autres encore, là. Le fort Montluc, la prison de la Gestapo où l'on a torturé Jean Moulin 2 jours durant. Pendant ce temps, à Cayenne, 2 avions s'apprêtent à décoller pour livrer les armes promises au président Siles Oiseau et destinées à la police bolivienne. Malheureusement, là, si les Suisses sont contrôlés par la
bien la situation, nous avait donné un aéroport sûr qui était contrôlé par ses amis du MNRI, du Mouvement national révolutionnaire de gauche, et qui devait réceptionner les avions cargo chargés d'armes. Quand on a atterri à l'aéroport en question, militaire, il était occupé par l'armée, et c'est eux qui ont hérité de ce qui devait aller à la police. Même si ça avait été un petit peu à la limite de la loi, j'étais tellement heureux de contribuer à l'arrestation de cet individu que j'aurais passé par-dessus toutes les convenances diplomatiques. L'arrivée de Klaus Barbie est un événement considérable. Mais au-delà de son arrestation, c'est d'abord le procès que l'on attend. L'instruction peut débuter. Elle est singulière. Klaus Barbie ne peut être poursuivi pour le meurtre de Jean Moulin. Il y a prescription. Pour condamner Klaus Barbie, il faut à tout prix trouver un crime contre l'humanité, imprescriptible. C'est le cas de la déportation des enfants d'Isieux. Le 6 avril 1944, Klaus Barbie ordonne l'arrestation et la déportation de 44 enfants juifs. À Auschwitz, ils seront immédiatement gazés. Le plus jeune avait 4 ans. En ce qui concerne les enfants d'Isieux, il a toujours contesté. Il n'y a que lorsque on lui a montré, je lui ai montré le telex d'Isieux, au début, il le contestait, et puis ensuite on a eu l'original, puisque Klarsfeld était parvenu à retrouver l'original et à nous le remettre. Lorsqu'on le lui a montré qu'il portait son nom, il a reconnu, il a dit oui, effectivement, c'était sous mon autorité que ça se passait, mais je n'ai pas souvenir de cette affaire en particulier, et je crois même qu'il m'avait dit à l'époque, vous-même, est-ce que vous vous souvenez de tout ce que vous avez signé, de tout ce que vous avez fait? De ce qui est advenu à Isieux et aux enfants d'Isieux, c'est devenu le symbole même du crime contre l'humanité en France. L'instruction a aussi pu mettre en évidence la responsabilité de Klaus Barbie dans d'autres crimes, comme celui de la rafle de la rue Sainte-Catherine, le 9 février 1943. Je ne savais pas qu'il était l'auteur direct de la rafle de la rue Sainte-Catherine où mon père a été arrêté. Je l'ai appris en cours d'instruction par, je ne sais plus si c'est Serge Klarsfeld ou si c'est le procureur général Truche, qui m'a fait parvenir l'ordre de déportation via Drancy, signé de Barbie. Ces documents-là, je ne l'avais pas vu avant. Et je suis resté ce soir-là à la chancellerie, travaillais tard, très longtemps, pensif devant ce document. Et l'adjectif pensif est une litote. À ce moment-là, ce soir-là, à la chancellerie, en regardant ce qui était l'ordre de déportation de mon père, nommément avec d'autres, il y avait une douzaine de noms, je crois, j'y mesurais qu'en effet, l'abolition de la peine de mort, elle concernait au premier chef l'assassin de mon père. Et je me suis beaucoup interrogé à ce sujet. Et tel que je le connaissais, et ce que j'ai appris tout au long de cette affaire ensuite, j'ai été sûr
L'abolition répondait à ce qu'il était.